C'est-à-dire qu'on assiste à l'établissement de deux zones d'influence dominées, la première par la Russie et l'Iran et s'étendant à l'Irak et à la Syrie, et une deuxième zone d'influence, on va dire, dominée par les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite, s'étendant donc à l'autre partie du Levant et au reste du Moyen-Orient et du Golfe, donc de la péninsule arabique, c'est-à-dire globalement les monarchies arabes et les monarchies de la péninsule arabique. Et donc, en fait, on voit bien que ces deux zones, la première dominée par la Russie et en même temps l'Iran, et la deuxième dominée malgré tout globalement par les États-Unis, sont en confrontation permanente. Mais ce qui change, c'est que à la fois les États-Unis et les Russes, et la Russie peuvent s'entendre, je pense, sur ces deux zones. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun cherche à étendre son influence sur ces zones-là. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont les junior partners dans chacune de ces deux zones, c'est-à-dire l'Iran par rapport à la Russie et l'Arabie par rapport aux États-Unis, qui en fait ne sont pas forcément d'accord sur l'établissement de ces deux zones. C'est-à-dire qu'on arrive dans un découpage où les deux patrons en quelque sorte peuvent s'entendre sur finalement un découpage des zones d'influence, mais où leurs deux associés ne sont pas d'accord et rentrent en rivalité, et c'est le cas donc de la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui finalement ne sont pas totalement d'accord avec les zones de partage et les zones de friction entre on va dire entre une grosse plaque d'influence nord et une plaque d'influence sud. Et dans ce redécoupage géopolitique, en fait, il y a une grosse question qui reste pendante, c'est quid de la Turquie? Pourquoi? Parce que la Turquie, qui était traditionnellement, qui reste membre de l'OTAN, qui reste un allié théorique des États-Unis et du camp occidental, se retrouve un petit peu isolée, c'est-à-dire au nord de cette ligne de partage, et voit que finalement elle est beaucoup plus proche de la Russie finalement que par exemple des Européens ou du camp occidental. Donc on voit que depuis quelques mois, Monsieur Erdogan est en train de recentrer sa politique pour finalement tirer l'élastique le plus loin possible, mais tout en évitant que cet élastique ne cède, mais pour essayer de se rapprocher au maximum de la Russie, pour faire du business avec les Russes, parce qu'il y a le gaz, parce qu'il y a l'énergie nucléaire, parce qu'il y a le tourisme, parce qu'il y a l'armement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que les Russes et les Turcs ont intérêt à coopérer, même si dans le passé, ils se sont fait la guerre à plusieurs reprises. Et donc la question, c'est de savoir comment la Turquie va se positionner. Est-ce que finalement elle va rester dans le camp occidental, dans le camp américain, ou est-ce qu'elle pourrait tenter finalement à terme de se détacher pour ou bien rejoindre carrément le camp russe, voire iranien, ou carrément jouer sa propre partition et évoluer de manière finalement indépendante ou essayer de pousser ses pions dans la région. Indubitablement, la question la plus urgente, c'est celle de l'avenir politique de l'Irak et de la Syrie. Ce qui pose directement la question de quel avenir pour les sunnites en Irak et quel avenir pour les sunnites en Syrie. C'est-à-dire que même si Daesh est battu, les djihadistes en soi ne seront pas éradiqués tant que les sunnites irakiens n'auront pas un avenir politique. C'est-à-dire que tant que le gouvernement de Bagdad n'acceptera pas de les réintégrer dans le jeu politique pour leur donner des perspectives politiques. Donc ça, c'est le premier enjeu. La deuxième question cruciale, c'est évidemment quel avenir pour les Kurdes? Est-ce que c'est l'indépendance ou est-ce que c'est davantage d'autonomie à l'intérieur d'États déjà reconnus? La troisième question, c'est la question palestinienne, bien entendu. Donc, c'est-à-dire quel avenir pour les Palestiniens? 1, 2, 3 États. Et ça prend une actualité, bien entendu, avec la visite de Donald Trump actuellement en Israël et en Palestine. La quatrième question pendante, je dirais que c'est fondamentalement quel avenir politique, quel avenir pour l'islam politique dans le monde arabe? Parce que tant que les pays arabes n'auront pas résolu la question de comment intégrer la fraction de plus en plus forte de la population qui finalement soutient un agenda politique religieux,
eh bien je pense qu'on va vers des crises à répétition et des crises interminables. Bien, en fait, je pense que paradoxalement, c'est assez simple dans le concept, plus difficile dans la réalisation. En fait, il faudrait 3 ententes, 3 accords. Une première entente déjà entre les Russes et les Américains. Ça, c'est faisable. Une deuxième entente, beaucoup plus difficile aujourd'hui à imaginer, mais absolument incontournable, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que l'Iran, pour le moment, pense avoir le temps qui joue pour elle, alors qu'auparavant, c'était l'Arabie Saoudite qui avait le temps qui jouait pour elle, mais aujourd'hui, le temps, on va dire, favorise l'Iran. Et parce que l'Arabie Saoudite, qui se sent en position de faiblesse, refuse d'aller à la table de négociation et de discuter avec l'Iran. Et la troisième entente, c'est une entente entre à la fois, je dirais, la Turquie, Israël et l'Union européenne. Ce qui veut dire que le constat de tout cela, c'est que la plupart des États arabes et des acteurs arabes sont assez largement marginalisés. Et en fait, ce sont les acteurs régionaux et globaux qui, à mon avis, ont une grande partie de la solution géopolitique entre leurs mains aujourd'hui.